Nous poursuivons maintenant avec le Bénin. Opposants et membres de la société civile béninoise dénoncent un recul démocratique au Bénin, longtemps dépeint comme un modèle de démocratie en Afrique, à 6 mois de la prochaine présidentielle qui pourrait se tenir sans aucun candidat de l'opposition. Selon eux, le président Patrice Talon a engagé le Bénin dans un tournant autoritaire depuis son arrivée au pouvoir en 2016, un tournant sanctionné cette semaine par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, qui a retiré le Bénin de la liste des pays sûrs. Cette décision avait fait beaucoup de bruit au Bénin, mais le porte-parole du gouvernement béninois, Alain Orunla, affirme que le Bénin est un pays très sûr. Dimas Tikodo, le Bénin de Patrice Talon, quoi qu'on dise, tranche radicalement avec le Bénin qu'on a connu. C'est clair. Et non pas seulement tranche radicalement avec le Bénin qu'on a connu, mais tranche avec la démocratie. Ce que Yahi Boni fait... Patrice Talon. C'est que Yahi Boni est venu créer un tout petit peu de désordre parce que c'était un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il n'était pas du tout politique. Il s'est jeté comme ça. Il est rentré en politique par effraction. Et puis, c'est un peu le désordre. Et bon, comme il y a des poissons qui nagent toujours dans les eaux troubles, Patrice Talon a capté cela avec ces milliards qu'on lui connaît, bon, un multimilliardaire qu'on lui connaît assez. Vous connaissez bien nos systèmes, avec un peu de sous, tu peux maîtriser un certain nombre d'institutions et puis hop, tu es monté au créneau et puis tu es sur le piédestal. Maintenant, il est venu, il a tout verrouillé autour de lui. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est ça sa logique. Sa logique, il a dit clairement que pour être président de la République, ce n'est pas obligatoirement ce que tu as fait pour le peuple, ce n'est pas obligatoirement le peuple qui doit te porter au pinacle, mais c'est que... c'est la façon dont tu arrives à maîtriser les grands électeurs et la façon dont tu es arrivé à maîtriser l'électorat. Et dans cette logique, il a fait en écartant tous les autres poids lourds, ceux qui peuvent le déranger, en les écartant à tous les niveaux de la gestion du pays, de pratiquement toutes les institutions de la République, et en érigeant son système, son empire. Et pour lui, grâce à cet empire, il pouvait facilement postuler en piétinant tout ce qu'il a, en ravalant tous ses propos, tout ce qu'il a avancé comme promesse pour se faire élire, qu'il va faire seulement un seul mandat, il ne va pas toucher à la Constitution et patati patata. Il a piétiné tout cela, il a ravalé ses propos et il se met devant. Et c'est lui seul qui est le maître de la situation. Il a réussi avec les acteurs un peu amorphes devant lui. Il a réussi à écarter tout le monde, tous ceux qui peuvent le gêner. On a vu comme Kouché à l'extérieur. On a vu tous les Yahi Boni qui voulait lever un peu la tête. On a frappé sur sa tête et puis rapidement, il est rentré. Il a été pris en otage pendant longtemps chez lui. Et donc, lui aussi, il est rentré en asile. Et je me demande réellement quelle démocratie Patrice Talon est en train de construire au Bénin. En tout cas, il peut construire tout système, tout sauf une démocratie. Est-ce que vous partagez aujourd'hui l'analyse de ceux qui estiment qu'il y a un recul démocratique au Bénin? Alors, ce qui est sûr, c'est que le Bénin maintenant, c'est pas le Bénin qu'on vêtait avant. Oui. Donc, je pense que c'est pas seulement le Bénin, mais je pense que sur tout le continent, je crois que ceux qui se sont battus pour les indépendances de 60 et bien avant, à partir de 57, 58, et ceux qui se sont battus dans les années 90, donc nos pères et pouvoir nos grands-pères, doivent être bien déçus parce que je ne crois pas que c'est l'Afrique qu'ils imaginaient qui serait là dans 30 ans. Maintenant, ceci étant dit, moi j'ai quand même une... Encore, ce ne sont pas aussi de grands démocrates aussi, hein. Ceux qui s'étaient battus pour l'indépendance, la plupart sont de vrais dictateurs. On en a vu au Togo, par exemple, avec Olympio, arrivé au pouvoir, il a interdit tous les autres partis.
C'est seul son parti qui travaille. Bon, mais après, Nkrumah a fait la même chose. Nkrumah a fait la même chose, Senghor a fait la même chose. Oufoué n'a pas fait mieux. Voilà, ceux qui ont travaillé avec eux ont été systématiquement embastillés, emprisonnés. Et donc, c'est dire que ce n'était pas aussi de grands démocrates. Bon, après, peut-être, ce que je dirais, je vais terminer avec ça, c'est que je pense que la valeur d'Olympio, c'est plus le message et le bagage, le travail qui a sous-tendu. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ce que moi je vois quand je vois ce qui se passe en Afrique actuellement, c'est plus un genre de mise en forme. C'est-à-dire, on a des États africains qui doivent se plier à un certain nombre de convenances internationales. Et donc, qui doivent rentrer dans les normes, si vous voulez. On est dans le concours de quel est le pays qui a la meilleure structuration afin de pouvoir ouvrir son économie à des investissements extérieurs sous l'énoncé que ces investissements extérieurs-là vont faire la richesse de ces pays. Et quand vous observez la plupart des États africains, justement, ce qu'on a maintenant, on n'a plus de politique, on n'a plus d'idéologues, on a des technocrates, on a des banquiers, on a des hommes d'affaires. Si vous prenez le Bénin, Yahi Boni était banquier. Patrice Talon est un homme d'affaires. Vous prenez Issifou du Niger, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Areva. Vous allez au niveau du Mali, c'est un homme d'affaires. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est un banquier. Donc, vous voyez qu'il y a comme un genre de mise des États africains dans un certain nombre de normes, parce que la mode est au néolibéralisme. La mode est à une structuration de l'économie qui va asseoir sa politique sur les États. Et le problème en Afrique, c'est que nous n'avons pas la force qu'ont certains pays continents comme la Chine ou la Russie. Nous n'avons pas la force de certaines zones comme l'Union européenne, comme les États-Unis, ainsi de suite, pour résister à la pression d'entreprises dont le pouvoir transcende les frontières. Alors que le problème qui se pose avec ce qui se passe en Afrique actuellement, c'est que on subit l'influence économique structurée par des sociétés qui parfois sont là depuis 200 ans. Si vous allez voir toutes les multinationales qui actuellement investissent en Afrique, investissent dans le monde et qui ont un pouvoir financier monstrueux, vous verrez que ce sont la plupart des entreprises qui ont démarré séculaires, qui ont démarré dans les années 1800. Et en Afrique, on subit. On n'est pas dans la structuration et la protection de nos économies. Donc, je pense qu'il y a c'est-à-dire au-delà de la chose politique qui, pour moi, parfois a quelque chose il y a comme un genre de diversion. C'est de la diversion. C'est de la diversion. Gardez le coup de votre idée pour vous ajouter ceci que vous allez voir actuellement. Ils s'adaptent à nos réalités pour pouvoir bien nous bleuir. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, à partir du moment où c'est ces entreprises séculaires dont on parle tout de suite ici, vous allez les voir prendre le devant et puis ça choque. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière leurs ressortissants, ceux qui ont les doubles nationalités des pays africains, pour venir s'accaparer de nos choses ici. Et donc, vous allez voir le Maroc qui va venir ici pour prendre nos banques, prendre telle société, alors qu'en réalité, quand vous regardez de très près, ce ne sont pas des Marocains, c'est des Français qui sont derrière. Vous voyez, c'est malheureusement ce qui se passe. Donc, il y a pour moi cette chose-là, quand on est africain, quand on est intellectuel africain et quand on est de la population, qu'il faut observer vraiment avec la loupe. Parce que ce sont des choses qui vont se répercuter sur le législatif. Par exemple, pour moi, on va détourner toute la substance intellectuelle africaine, toute la substance de la réflexion des populations vers des querelles de politiciens qui vont détourner l'opinion des vraies questions, qui sont par exemple la propriété intellectuelle, quelque chose pour lequel Trump est en train de se battre avec la Chine, qui sont les réalités foncières, qui sont la structuration de l'éducation. Par exemple, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du Maroc. C'est vrai, mais la subtilité de l'exemple du Maroc, c'est que le roi
actuel, Mohamed VI, où est-ce qu'il fait sa formation? Donc il y a une question de soft power dedans, dans le sens où, et c'est ce qui était reproché, c'est pour retomber sur l'histoire de la RDC, c'est ce qui était reproché à l'époque à l'école William Ponty, en disant on est en train de formater des cadres africains, on est en train de formater les intellectuels africains. Donc de la même manière, nous avons tout un ensemble de politiques, d'économistes, de financiers qui voient le développement de l'Afrique et qui voient la politique de l'Afrique, le conformisme de l'Afrique selon un prisme bien défini où on leur a fait comprendre que l'économie n'est capable que par ce biais-là. Voilà. Et je pense que le problème maintenant, c'est comment sortir de là pour pouvoir avoir une... parce que c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire quand on dit la démocratie, il y a quelque chose que Théophile Obenga a dit et que je trouve, c'est une petite phrase, mais qui dit beaucoup de choses, c'est que parfois, il faut se méfier du terme de l'autre. Parce que tu ne sais pas quelle substance il y met. Il met dedans. Donc, tous ces processus, quand on voit la Guinée, ce qui se passe avec les répressions des manifestations, on dit démocratie. On voit le Mali, on dit démocratie. Il y a eu des choses qui se sont passées à Lomé, on a dit démocratie. Il y a des choses qui se sont passées au Bénin, on dit démocratie. Mais tout cela, j'ai pas la sensation que les populations, dans leur ressentir, se disent mais que c'est réellement à l'image de la démocratie qu'on leur vantait et qu'on était en train de promouvoir. Donc à un moment, je pense que et là, c'est peut-être, je vais terminer avec ça par rapport à quelque chose que vous disiez tout au début, quand vous reveniez sur un certain nombre de choses africaines et tout ça. C'est là où se situe le défi, c'est quels sont nous par exemple en tant que les Béninois, où est-ce qu'ils se voient dans 20, 30, 40 ans? Avec quel type d'économie, avec quel type de structuration de la population. Et à partir de cela, faire vraiment des politiques qui vaillent la peine. Parce que Talon, tout ce qu'il fait, il vous dira qu'il respecte les textes. Et on se retrouve 30 ans après avec un Bénin qui a ouvert la mode. Et maintenant, un Bénin qui se retrouve avec une présidentielle, peut-être avec un seul candidat. Patrice Talon, sa manière de faire, c'est vrai que ça tranche radicalement avec... ce qui a été fait, ce qui a été semé par Kérékou, poursuivi par, commençons même par Nicéphore Soglo, Kérékou, Yaïboni, puis Talon. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que Talon est incompris, qu'il a une vision, un idéal, et que cet idéal a besoin aussi de la méthode qu'il applique là pour être implémenté? Non, pas du tout. L'idéal qu'il a, ça ne peut qu'être l'idéal de selfish man. Ça s'arrête là-bas. Ce n'est pas un idéal pour développer le Bénin, parce que tout va et revient à lui seul. Il fait tout pour tout construire. Économiquement, le Bénin n'a pas reculé. Hein. C'est vrai que je voudrais peut-être m'appuyer sur ce que disait tout à l'heure Horis. Quand on prend ce modèle démocratique sous le prisme occidental, on peut dire que le Bénin a reculé. Mais est-ce que à l'intérieur, on le perçoit comme ça? Est-ce qu'économiquement, le Bénin va mieux? C'est le résultat. Vous pensez que l'économie que Talon fabrique actuellement est différente de l'économie que veut la Banque mondiale, que veut le FMI? Non. Est-ce que vous pensez alors, au-delà de tout, que l'économie que veut la Banque mondiale, l'économie que veut le FMI, soit l'économie qui avantage l'Africain? Non. Et donc, il faut savoir que lui, il est venu pour plaire à un monde capitaliste. Là-dessus, économiquement, on peut dire oui. Mais si au-delà de ça, il muselle les Béninois, il étouffe les Béninois, il écarte les autres, il fait dans l'exclusion, je vous assure que le résultat, c'est l'explosion à long terme ou à moyen terme. Et donc, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que uniquement l'économie marche et que la liberté est étouffée, et que les Béninois n'ont pas le droit sur le chapitre, et que les Béninois doivent être systématiquement écartés de la gestion de la chose publique. Je vous assure que toute exclusion fait déboucher droit dans l'incompréhension et dans l'explosion. Nous en avions vu les preuves au Bénin, en Côte d'Ivoire, avec la conjonction de condamnation et où on a débouché à la guerre. Et vous pensez que Yaïboni devait continuer toujours à exclure les autres,
Patrick Talon, excusez-moi Yaïboni, excusez-moi. Patrick Talon va continuer à exclure les autres. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un peu d'accalmie, mais ça va durer jusqu'à quand? Parce que pour bâtir, c'est sur de long terme. Je pense que les gens n'ont pas compris. À un moment donné, on est obligé de ramener ça de façon redondante pour parler de développement durable. Alors que quand on parle de développement, ça doit être inscrit dans le contexte durable. Quand on parle de développement, on ne peut pas développer quelque chose qui s'arrête à un temps donné. Ça doit être durable. Mais à partir du moment où on ne comprenait pas cela, les Nations Unies étaient obligées de sortir le terme développement durable. Bon, les Nations Unies, elles sortent des termes qui leur sont appropriés. Après, oui, je suis parfaitement d'accord. Mais à partir du moment où nous sommes avec eux et nous sommes, comment on peut le dire, dedans, on se l'approprie puisque ils nous jugent avec ces jauges-là, avec ces termes-là. C'est sur ça qu'ils apprécient la gouvernance dans nos pays. Et donc, si vous devez faire quelque chose qui, quand on l'évalue, à moyen terme, on voit que ça ne peut déboucher que sur l'explosion, vous n'allez pas me dire que ce que vous faites, c'est parce que ça porte des résultats économiques aujourd'hui que ça doit être accepté, ou bien c'est ça le modèle. Encore faudrait-il d'ailleurs que ces données macroéconomiques soient ressenties réellement dans la marmite. Mais récemment un pays à revenu intermédiaire. Oui, mais c'est justement là, parce que justement, là par exemple, c'est vrai que on dit Patrice Talon, mais moi je trouve que ça s'amorce, je dirais même dès Yaïboni, parce que Yaïboni est banquier. Bon, Nicéphore Soglo, à mon sens, avait l'air beaucoup plus politique. Ou bien il y avait un certain nombre, voilà, il y avait certains qui étaient politiques, qui étaient beaucoup plus idéologues, alors que les autres sont beaucoup plus sur des chiffres. Par exemple, quelqu'un comme Alassane Ouattara n'est pas pour moi c'est pas un politique, c'est un technocrate, c'est quelqu'un qui a des chiffres, qui les analyse et qui fait en fonction des chiffres. Vous allez au Mali, c'est un homme d'affaires. Donc, par conséquent, c'est une génération d'hommes qui sont déjà par-delà leur activité dans une certaine dynamique, disons, qui sont habitués à une certaine dynamique politique, et qui, pour eux, sont dans une logique où certains chiffres ou certaines portes ouvertes traduisent d'une embellie. Et c'est un peu cela. Le problème avec les chiffres et les embellis, c'est que la manière d'interpréter les chiffres, la manière de les calculer et la manière d'ouvrir les portes, mais ne vient pas de nous. Seulement, le problème qui se pose, c'est que cela demande, pour pouvoir voir cela autrement, d'avoir quand même une certaine profondeur idéologique, d'avoir quand même un certain nombre de prérequis en termes d'analyse géostratégique du monde actuel. Et ce n'est pas ce à quoi on encourage les Africains. Ce qu'on encourage aux Africains, on leur dit, voilà, le monde est structuré de telle manière, voici le modèle économique, voici les objectifs que vous devez atteindre, et tant que vous vous en approchez, mais vous êtes sur la bonne voie. Par conséquent, si demain on met 3 gratte-ciel à Cotonou et 6 ponts-levis là-bas, on dit que c'est magnifique, même si les gens sont en train de... Ça ne marche pas comme ça. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est ça. Vous allez en Éthiopie, c'est ça. Vous allez me rejoindre sur ce point que c'est les Occidentaux qui, avec leur moteur d'appréciation, le prisme bien défini là, puisque ça les arrange, eux, ils vont apprécier cela. Mais sur le terrain, ce n'est pas... C'est pas ce qui va se passer. Voilà. Prenez par exemple la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que Ouattara n'a pas travaillé. Ouattara a fait quelque chose de formidable en matière d'infrastructure. Il vient d'ailleurs d'inaugurer un stade formidable. Oui, mais bon, par exemple, le stade... aussi sur le même prisme, c'est-à-dire mais attention, des buildings, voilà, des routes, tout ça. C'est ça, c'est pas le développement. Ce n'est pas ça, justement. Voilà. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi je dis que il y a Patrick Talon, en faisant tout ça, et en s'autorisant le droit d'écarter les autres, il s'écarte de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un tout. C'est le développement des infrastructures et l'investissement dans l'humain.
C'est ça. Et tant que l'humain n'est pas développé, tu peux beau construire ces gratte-ciel, tu peux beau construire ces échangeurs, ben, je vous assure que ça ne marche pas. Les chiffres macroéconomiques là, les prouesses là, ça doit se faire ressentir réellement dans le panier du ménager avant que les gens ne puissent apaiser. Dans le fond, est-ce que ce ne sont pas aussi les Béninois qui, bon, disons en 30 ans, hein, quasiment de ce qu'ils appellent eux-mêmes marche démocratique, le Bénin était considéré comme l'une des démocraties, sinon l'une des premières démocraties d'Afrique. Est-ce que ce ne sont pas les Béninois qui se sont trompés en pensant qu'ils avaient un acquis démocratique? Non, c'est une question intéressante. La fois dernière, je causais avec un ami sur l'Europe et tout ça, et je me faisais cette réflexion. Je dis, le problème de notre communauté, la communauté afro, est quoi? C'est une communauté qui croit beaucoup à ce que moi j'appelle le leader Jésus. C'est-à-dire, le leader Jésus, c'est quoi pour moi? C'est le leader qui, quand il va arriver, il fait... Et puis tout est réglé. Le comte de Monte Cristo. C'est ça. Le problème des communautés afro, c'est pas spécifique au Bénin. C'est que beaucoup de communautés se battent, luttent. À un moment, vont se battre, lutter pour quelqu'un qu'on va transformer en gourou, en devin. Et on est persuadé d'avoir trouvé un leader, Jésus, qui lui, quand il va claquer des doigts, tout va apparaître. Alors qu'en réalité, la révolution, la démocratie, l'évolution ne s'acquiert que quand on atteint la perfection. Et la perfection, elle demande toujours une remise en question. Donc, on oublie très souvent qu'il s'agit d'un travail perpétuel de recherche de mieux-être. Et c'est ça, notre déception, elle vient de là. Notre manque de comment dirais-je, de clairvoyance, notre manque de rétro-contrôle sur certaines choses vient de là. Vient du fait qu'à un moment, on se dit, on l'a mis à la place, c'est fini. Alors qu'en fait, cette personne que l'on met en place, il faut surveiller. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à lutter. Et on ne le fait pas. Et quand on voit l'histoire des communautés afro, ça a été à chaque fois la même chose. Vous prenez la guerre de sécession, c'est la même chose. Au moment où Lincoln s'arrange pour voter la naturalisation des esclaves noirs, il décède, il se fait assassiner. Le président qui vient après, Andrew Johnson, mais il balaie tout. Affaire classée. Oui, il y a eu la guerre, tout ça, affaire classée, mais on parle, mais on est au niveau ségrégation. C'est ça le capitalisme pur et on arrive au niveau des indépendances. Les gens ont commencé à se battre dès 45, déjà dès 46, ils ont commencé à se battre. Ils se sont tapés 15 ans. Ils arrivent en 60. En 60, dès qu'il y a eu commencé à avoir les élections entre 57 et 60, mais tous ceux qui étaient porteurs d'un message salvateur, on les a balayés, on a mis d'autres personnes. Et les gens se sont attendus, de temps en temps, ça va marcher, ça va... 90, même chose. Donc, à un moment, il y a quelque chose de redondant dans ça. C'est-à-dire, il n'y a pas... Même quand je vois, et ce n'est pas... On le voit aussi quand on voit les mouvements citoyens. On le voit quand on voit les mouvements politiques. On les voit... Les gens sont dans la recherche d'un gourou. Il n'y a pas de gourou à rechercher. Il y a des populations à structurer, à organiser. Moi, je me rappelle, j'ai lu quelque chose sur Cuba qui était magnifique. Cuba, une de leurs ressources, c'est le tabac. Et à un moment, qu'est-ce que le gouvernement communiste cubain fait? C'est qu'au niveau des usines de conditionnement de tabac, on met des lecteurs nationaux qui vont lire des ouvrages, qui vont lire des études, pour que, en travaillant, les gens s'instruisent. Vous allez avoir des pays, à l'époque, c'est vrai qu'on a décrié Saddam Hussein, mais Saddam Hussein, c'est quelqu'un qui, en 20 ans, résorbe le problème d'analphabétisation. Vous allez voir des gens comme Kadhafi en Libye, mais c'est la même chose. Donc, à un moment, le crime est de faire en sorte que, dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie, on ait une population qui ne monte pas en esprit critique et qui reste statique. De telle façon qu'on se retrouve toujours, même après 30 ans, 60 ans, etc., on se trouve toujours avec une espèce de gouffre. C'est-à-dire une élite qui a cette critique-là. Il n'y a pas une population qui peut monter comme cela d'elle-même. Ce n'est pas possible. Il faut toujours un leader. Et
les gens peuvent le considérer comme un gourou, mais il faut toujours ces références-là. Non, quand je parle de leader, je vais donner un exemple. Prenons le cas de la Chine. Oui. Le cas de la Chine, ils ont eu Sun Yat-sen. Après Sun Yat-sen, ils ont eu le duo Mao Chiang-kai-shek quand il a fallu repousser les Japonais. Après, ils ont eu Mao. Après, ils ont eu Deng. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est une anecdote. Je dis, très peu de gens savent que Mao, quand il finit sa vie, il est à sa 4e femme et il finit sénile. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la structuration même de la politique du PCC, qui est pourtant un pouvoir fort et autoritaire, on a fait en sorte de mettre la différence entre ce que cet homme pouvait apporter en termes de leçons et là où c'est plus utile, il faut passer à autre chose. Et nous, en Afrique, nous ne le faisons pas. Non. Si vous prenez, prenons le cas de la Chine, là. Vous allez voir que ce n'est pas des gens... Du Bénin, moi j'ai une question quand même. Oui, non, on va arriver rapidement. Ce n'est pas des gens qui ont mis un trait sur Mao et sont passés à autre chose. Non. Aujourd'hui, Mao est pratiquement déifié en Chine. Il est déifié, par stratégie. Par stratégie. Non, par stratégie. Pas idéologie. Pas idéologie, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, Xi Jinping, tout récemment, a été érigé en rang de Mao. Non, oui, c'est pas stratégie. C'est pas stratégie. Non, si, c'est pas idéologie. Non, c'est pas stratégie. C'est pas idéologie. Non, je vais terminer. C'est pas idéologie. Bon. Par rapport à la situation du Bénin, c'est vrai que le président Patrice Talon lui-même le reconnaît dans un entretien qu'il a accordé tout récemment à Jeune Afrique, qui dit la situation est atypique parce que pour la prochaine présidentielle, il faut un parrainage. Ça a été instauré. Au moins 16 députés ou 16 maires. Sauf que les députés, qu'ils soient du bloc républicain ou de l'Union progressiste, sont acquis à talent. Sauf 6 maires sur je pense 77 sont acquis à l'opposition. Donc ça aussi c'est fait stratégiquement. Acquis à talent. Est-ce qu'on va se retrouver en avril, en mars 2021 avec aucun candidat de l'opposition? Bien sûr, c'est dessiné déjà, c'est acquis. Et ça va dans la droite ligne de la conception politique des choses de Patrice Talon. C'est ce qu'il appelle les grands électeurs. Oui, c'est ce qu'il appelle les grands électeurs et dit que pour se faire réélire, ce n'est pas le travail sur le terrain, mais la façon dont vous maîtrisez les grands électeurs et vous essayez d'écarter les autres. Et c'est ce qu'il a fait, il est dans une logique. Le modèle américain. Non, ce n'est pas du tout le modèle américain. Oui, c'est le même ce n'est pas du tout. Le modèle américain, vous pouvez, à la limite. Pas parfait, hein. Le modèle américain lui-même. Ce n'est pas du tout parfait. C'est pas un modèle que j'apprécie. Mais je dis que ce n'est pas un modèle où vous pouvez venir écarter les autres, les grands électeurs, pour pouvoir. Vous pouvez, à la limite, les faire acquérir à votre cause, mais vous ne pouvez pas les écarter pour placer ce que vous voulez. Par contre, c'est ce que Talon lui fait. Il a réussi à écarter les autres pour placer ceux qui sont acquis à sa cause. Et je dis ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas du tout. Je peux venir, quelle que soit votre position. Je peux être américain, je peux être alors républicain ou démocrate. Je peux te convaincre au niveau des grands électeurs, tu vas voter pour moi. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Tout le monde sait qu'ils ne veulent pas mettre ça devant. Chez nous ici, on dit... c'est ici pour les élections, achat de conscience, on achète le vote, on fait ceci aussi. Là-bas, on appelle ça lobbying. Lobbying. Alors que tout le monde sait que les Américains n'aiment peu que de l'argent. Ils n'aiment que de l'argent. L'argent, les capitalistes là, c'est l'argent ou rien. Et tous ils courent derrière le milliardaire Trump. Vous allez voir Trump se faire réélire encore. Et ce n'est pas sur ses travaux. Tous les jours, il est critiqué par l'opinion. Mais les grands électeurs vont l'élire encore parce qu'il y a lobbying. Il n'y a pas achat de conscience. Il y a lobbying. C'est vraiment terrible. Nous allons à la pause et on revient.